faites-le pour des raisons de compétitivité, comme l'a dit Gilles, comme l'a dit Barbara. Si nous ne sommes pas les leaders de la transition, eh bien, dans 10 ans, dans 15 ans, l'activité principale de l'Union européenne sera de servir de musée au reste du monde. C'est une super activité. Mais comme vous le savez, le tourisme est une activité à faible valeur ajoutée. Et vous ne construisez pas une société à haut niveau de vie sur une économie à faible valeur ajoutée. D'accord ? La révolution numérique, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Si nous ratons le train de la transition écologique et solidaire, eh bien d'autres le prendront. Et donc l'Europe en sera réduite à acheter des solutions technologiques et autres. D'accord ? Parce qu'on fait de l'innovation sur le business model, sur plein de choses. On achètera nos solutions à l'étranger plutôt que nous en vendre à l'étranger. Et c'est là que se joue la bataille de la compétitivité. Certains voudraient croire que compétitivité, ça veut dire abaisser les prix toujours. Non, c'est augmenter la valeur. C'est le dénominateur, le numérateur, pardon, qui compte. Le dénominateur, je veux dire, le low cost, l'Europe ne sera jamais championne de ça. Par contre, c'est un enjeu vital pour l'Union européenne de conquérir la bataille de la haute valeur ajoutée. Et quand je regarde la Chine, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a toujours fait, moi je me rappelle, j'ai été client rep de Alcatel, à l'époque où Alcatel outsourçait ses usines à la Chine. Ils disaient, nous serons les cerveaux, ils seront nos mains. Ce qu'ils oubliaient, c'est que pour être un industriel brillant, eh bien il faut faire et pas juste concevoir. Et en faisant, il vous vient des idées. Aujourd'hui, c'est Huawei, c'est ZTE, ce sont ces entreprises-là qui ont damé le pion à qui? Alcatel. C'était quoi Alcatel? On a oublié. D'accord? Et donc, est-ce qu'on veut revivre ça? Est-ce qu'on veut continuer à vivre ça? Eh bien, nous disons non. Et donc, conquérons des positions dominantes dans ce domaine-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut arrêter d'écouter la FEB. C'est ce que je dis. Quand vous écoutez les fédérations patronales, elles défendent toujours, pas la position moyenne, la position des retardataires, la position des rentiers. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui demandent un haut prix du carbone. Ils demandent 50 € la tonne, ils demandent 100 € la tonne, ils disent plus c'est haut, meilleur c'est pour notre business model. Et évidemment, vous en avez d'autres qui disent surtout pas, ça va nous tuer. Et que dit la FEB, que dit le MEDEF, que dit le BDI, que dit Business Europe? Eh bien, surtout pas. Et donc, aujourd'hui, les fédérations patronales sont les organes les plus conservateurs qu'il m'est donné de rencontrer aujourd'hui. Malheureusement, elles ont encore l'oreille d'une majorité de décideurs politiques. Enfin, on verra bien après le 26. Merci beaucoup, c'était déjà très intéressant, les trois interventions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous pouvez adresser à qui vous voulez, sauf moi? Essayez de parler fort. Oui, je vais parler fort. Donc, j'ai travaillé comme certains d'entre vous longtemps dans des multinationales et après, j'étais entrepreneur pendant plusieurs années. On sait qu'en Belgique, que ce soit à Bruxelles ou à Wallonie ou en Flandre, nous sommes dans une économie de service. Donc, la valeur ajoutée est déjà presque assurée par rapport à beaucoup d'autres pays qui sont plutôt à être industrialisés. Ma question est plutôt comment changer les mesures de succès de l'économie d'une rentabilité sur le capital, d'une croissance vers une verdurisation ou une écologisation, et comment, j'aimerais bien entendre votre point de vue, que ce soit au microéconomique ou à l'économie des entreprises ou à l'échelle européenne. Qui veut répondre? Les trois. Donc c'est verdurisation du secteur du service, c'est ça? C'est comment changer la mesure du succès d'une économie, qu'elle soit... Oui, on peut bien, mais... Je vais demander à celui qui répond de reformuler la question pour que tout le monde l'entende bien. Ça va? Ah oui. Bon, je pense que, en tout cas dans le secteur marchand de l'économie, le profit restera évidemment la mesure cardinale. Je ne m'attends pas à ce qu'il en aille autrement, et ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas du moment que c'est un profit sous contrainte d'autres objectifs. Donc j'entends des entreprises qui disent, enfin quand je rencontre des multinationales, elles me disent, oui, vous savez, pour nous, il n'y a pas que le profit, il y a l'environnement, il y a nos travailleurs, il y a nos clients, etc. Enfin, j'ai travaillé suffisamment longtemps pour savoir que c'est bullshit. La seule chose qu'on mesure, c'est les bénéfices avant intérêt, déduction, amortissement et taxes. Ça, c'est la mesure. Et ça va rester comme ça. Je veux dire,
les autres objectifs, ils doivent être fixés par la loi. Et là où si on veut vraiment faire un basculement, en fait, j'aime bien la responsabilité sociale des entreprises, mais fondamentalement, les entreprises qui sont vraiment convaincues qu'il faut réaliser des objectifs sociaux et environnementaux, elles ne peuvent demander qu'une chose, c'est que ces objectifs soient dans la loi, parce que ça force leurs concurrents aussi. Sinon, forcément, elles se tirent une balle dans le pied. On l'a vu avec des cas comme Unilever que j'ai vu d'un peu près, une entreprise de biens de consommation qui avait décidé de suivre les objectifs de développement durable, mais avec pour résultat un impact négatif sur les profits par rapport à ses concurrents directs. Ils ont subi une OPA hostile qui a été arrêtée au dernier moment, mais sous contrainte que la profitabilité d'Unilever rejoigne celle des autres acteurs du secteur. Et donc, le seul moyen d'obtenir d'autres objectifs, c'est de les fixer dans la loi. Et là, la loi doit fixer les objectifs non pas en fonction des retardataires, mais bien en fonction des pionniers. Donc, si les pionniers sont capables de faire, eh bien que les autres s'adaptent. Sinon, ils crèvent. Et ça, c'est Schumpeter, c'est la destruction créatrice. Je suis désolé de le dire, mais on ne peut pas vouloir l'économie de marché quand ça vous arrange et le communisme quand ça vous arrange. Je veux dire, c'est ce qu'on a connu pendant la crise financière de 2008. On a vécu un grand moment soviétique ici. Et désolé, non. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. D'accord ? Autrement dit, si on veut vivre dans une économie de marché, en tout cas, si on veut qu'il y ait une économie de marché, qui soit une partie de l'économie totale, eh bien, il faut que cette économie de marché, en effet, vive selon des règles compétitives. Mais donc, je ne pense pas que nous devons nous attendre à ce que les entreprises s'auto-donnent des objectifs non financiers. Je pense qu'elles se donnent des objectifs financiers et que la loi leur donne les autres objectifs. Mais de nouveau, la loi doit être suffisamment ambitieuse, c'est-à-dire pour tirer tout le monde en avant. Et ça demande un peu de courage politique. Hein. Et c'est clairement, sur la loi climat, c'est ça qui bloque. Hein. C'est Anvers qui bloque, fondamentalement. C'est Anvers qui bloque. Parce qu'ils ont, si vous voulez, comment est-ce qu'on dit ça, un sunk capital, ils ont des investissements en capital colossaux à Anvers qui risquent de perdre de la valeur si on s'engage vraiment dans la transition. Et donc, il y a une défense assez naturelle, mais il va falloir qu'on trouve une solution, sinon on n'aura jamais de loi climat en Belgique. Ça, je te rends. Je passe la parole à Barbara. Oui, tu veux. Donc, moi j'ai aussi une autre question, c'est que, en effet, tant que l'industrie l'entreprise appartiendra uniquement au seul apporteur en capital, eh bien là, ce sera toujours le profit qui sera la ligne. Et donc, je pense qu'une des voies, alors que nous n'avons pas encore complètement développé, qui est en germe seulement dans le programme, c'est de travailler sur la démocratisation de l'entreprise et de se dire à qui appartient. Donc, il y a des théories politiques qui sont en train d'évoluer. Pour l'instant, c'est l'entreprise appartient à l'apporteur en capital, mais on peut se dire que les travailleurs, en fait, les apporteurs en travail, sont aussi une partie constituante de l'entreprise. Et donc, si on modifie ça, alors ça peut aussi modifier complètement la donne, je pense. Et donc ça, c'est aussi une des pistes, qui n'est pas du tout la nationalisation, mais de se dire à qui, en fait, appartient l'entreprise. Voilà. Bon, c'est une vaste théorie, on peut en discuter après un verre. Ou pas. Toi, t'as donc mais on peut pas. T'en as un qui marche. Voilà. Mais moi, je voulais rapidement aussi rebondir sur cette question qui est vraiment au cœur effectivement, la performance, des indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs alternatifs, de pouvoir mesurer l'économie autrement, notamment l'impact environnemental ou social. Aussi pour les investisseurs. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je voulais réagir avec deux exemples aussi, et je pense que ça donne bien un peu aussi les... Donc, il y a la loi, comme l'a dit Philippe, je rejoins tout à fait. Il y a aussi une autre manière d'envisager la propriété au sein des entreprises, mais je voulais aussi parfois mettre en avant aussi le comportement des gouvernements. Et je prends un exemple qu'on a beaucoup débattu à la Chambre, mais aussi en particulier en Wallonie, c'est l'avenue d'Alibaba à Liège, par exemple. Donc tout le monde, les partis traditionnels, et là franchement, que ce soit MR ou PS ou CDH, se réjouissent. Et on ne peut jamais aller contre la création d'emplois, forcément, parce que c'est toujours bien quand l'emploi se crée, évidemment. Et donc Alibaba va arriver ici, un énorme centre de logistique à Liège Airport, à Bierzet, et donc on va en fait importer de Chine essentiellement toute une série d'objets à consommer ici en Europe, alors que justement nos PME, nos indépendants, ici localisés en Belgique, c'est de la concurrence directe et probablement déloyale, puisque les conditions sociales et environnementales en Chine ne sont évidemment pas les mêmes qu'ici. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est sur le modèle. Nous évidemment, ce n'est pas le modèle économique qu'on met en avant. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup interpellé dans cette affaire, c'est que le gouvernement wallon a libéré des dizaines, et je pense de mémoire, presque des centaines de millions d'euros pour les accueillir
On construit 2-3 autoroutes en plus autour de l'aéroport. On fait des montages fiscaux pour faire en sorte qu'ils payent effectivement moins d'impôts que de nouveau nos PME, nos artisans, nos indépendants qui vont être directement concurrencés. Et donc moi je pense que nos gouvernements, j'espère que, voilà, et ça je vous apprends rien, je pense qu'il n'y a pas d'écologistes aujourd'hui en tout cas en Belgique, mais il faudrait aussi à un moment donné changer sa vision de qu'est-ce qu'on fait en tant que responsable politique et avec l'argent public en termes de modèle économique. Moi je pense qu'ici vraiment c'est un cas d'école de qu'est-ce qu'on finance, qu'on aide comme modèle économique. Et je pense, donc ça c'est pour moi le comportement des gouvernements. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est la culture aussi au sein des entreprises. Philippe parlait de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, qui est souvent un département au sein des grands groupes, des grandes entreprises, et ils essaient de faire toutes ces choses qui, au premier abord, est parfois intéressant en termes d'impact social et environnemental. Moi, j'avais été visiter L'Oréal à Libramont, donc L'Oréal, énorme multinationale, mais donc Libramont, c'est l'usine la plus verte du groupe. Et donc, elle est en Belgique, donc je me dis, tiens, on va aller voir. Donc c'est très intéressant au niveau des processus industriels. Par contre, le produit final qu'ils font là-bas reste un produit plein de perturbateurs endocriniens. C'est déjà une énorme contradiction. Mais c'est même pas ça que je voulais mettre en avant. On avait la responsable, donc RSE, qui était là. Et moi, on discute, ils montrent tous leurs projets qui sont très, très sympathiques. Puis je dis, mais est-ce que par exemple, le bonus du CEO, il est aussi mesuré avec l'impact social et environnemental de l'entreprise? Et là, ce n'était pas le cas. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas non plus à ce genre de choses-là, ça reste que la performance financière, la rentabilité, comme disait Philippe. Je veux dire, je pense aussi qu'il y a des comportements qu'on pourrait peut-être encourager au niveau politique, mais qu'il va falloir aussi changer au sein des entreprises, dans des rémunérations, des objectifs, pour aller vers des objectifs qui sont aussi en termes environnementaux et sociaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comme il y en a plusieurs, on va peut-être en prendre 3 d'un coup. Si vous voulez, vous pouvez venir ici les poser avec micro, ou alors il faut parler bien fort. Donc peut-être au fond là. Je vais poser la question des exportations, parce que la Belgique a une économie très ouverte, elle cherche à attirer des investissements et elle cherche à exporter. Et donc voilà comment réussir la transition écologique en ce qui concerne les exportations. Maintenant, tous les partis politiques sont plus ou moins d'accord de ne plus exporter des armes, enfin, en principe. C'est pas si clair que ça. Des déclarations, en tout cas, dans ce sens-là. Mais bon, il y a tout le secteur de la chimie, on exporte énormément, des produits pharmaceutiques, mais même des petites PME dans le secteur agricole. Parce que, bon, il y a dernièrement encore plein de nouvelles petites sociétés spécialisées dans les frites surgelées. Et vous savez que la Belgique a déposé plainte à l'OMC contre la Colombie qui ne veut plus importer de frites surgelées belges. Il y a aussi pas mal de conflits avec l'Afrique du Sud parce que voilà, l'Afrique du Sud ne veut plus importer de poulet, etc. Et c'est vrai qu'au niveau écologique, on se dit que c'est une aberration, l'empreinte écologique de ces exportations. Et puis en plus, ces pays peuvent très bien produire et faire des plages, des plaies, etc. Mais bon, donc là, il y a quand même un risque évident pour toutes les petites PME qui... Parce qu'on les a tout le temps, enfin, je veux dire, les derniers gouvernements, encouragés justement à exporter. Donc comment faire, comment réussir une transition écologique à ce niveau? Merci. Alors, au fond... Comment est-ce que ça de l'importation? Parce qu'en fait, par rapport à la relation nord-sud, qu'est-ce qui est mis en place pour encourager les pays en voie de développement, vu que la Belgique a un accord avec la coopération de développement et qu'il y avait la possibilité de faire, de produire localement et importer, ce n'est pas négatif. Donc on n'est pas obligé que de produire ici en Belgique, on peut aussi encourager les petits artisans d'autres pays. Et à côté de ça, j'ai une autre question. Au niveau du chômage belge, comment encourager les chercheurs d'emploi pour qu'ils puissent développer leur entreprise et qu'au niveau taxation, ils ne soient pas éduqués, parce que ça c'est la problématique. Et alors, troisième. Oui, bonjour. Moi, je suis un passionné de mobilité électrique et je voulais revenir un peu sur les nouvelles réglementations européennes concernant les réductions de CO2 d'ici 2030. En fait, donc, je trouve que la Commission a fait un travail extraordinaire en mettant une pression folle sur les constructeurs européens pour les forcer à augmenter le nombre de véhicules électriques dans le mix de véhicules qu'ils proposent.
Par contre, on est tous lucides sur le fait que les Chinois ont une avance technologique considérable, parce que nous, on a justement maintenu des situations de rente en Europe, mais on sait aussi que l'Allemagne, qui représente quand même le poumon économique de l'Europe, dont le PIB est constitué à environ 20% par les constructeurs automobiles, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une énorme balle dans le pied avec les pousser vers l'électromobilité, en sachant que 1% des batteries dans le monde est fabriqué en Europe. Donc c'est sûr que le chantage entre quel est le taux d'emploi, enfin, les emplois épargnés versus les vies sauvées, parce qu'on sait que la mobilité électrique, si l'électricité est produite localement et de manière renouvelable, ça peut être une solution fantastique pour améliorer la qualité de vie en ville. Mais au niveau des emplois, est-ce qu'on ne va pas les grands perdants? Merci beaucoup, ça m'a l'air d'être des questions très intéressantes. Et donc, peut-être pour gagner un peu de temps, si vous pouvez vous les partager. Donc, je vous laisse décider qui répond à quoi. Les accords de libre-échange et les règles électriques, qui commence? Allez, sur en fait les deux premières questions, importation-exportation. Une chose est sûre, c'est que nous avons aujourd'hui une empreinte écologique qui fait que l'humanité épuise aux 2/3 de l'année les capacités régénératrices de la planète. Donc on dépasse déjà, alors qu'on n'est qu'à 7,5 milliards et que tous les 7,5 milliards n'ont pas une vie digne d'être vécue, on dépasse déjà les capacités de la planète. Donc clairement, il va falloir réduire notre impact écologique. Donc transporter plus de tonnes sur plus de kilomètres, c'est un non-sens. D'accord? Donc oui, il va falloir réduire les flux de commerce international. Ça n'a pas de sens d'exporter des frites belges en Colombie, je suis désolé de le dire. Ça n'a pas de chance, comme disait Gilles en aparté, d'exporter, ne serait-ce que pour les éplucher, les crevettes d'Ostende à Tanger. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens d'importer de la poudre de lait de Nouvelle-Zélande, ici en Europe. Et donc, continuer, j'avais un débat l'autre jour dans le Brabant wallon, quelqu'un me disait, mais enfin, de toute façon, l'Union européenne dépend de la grande exportation pour sa survie, et les pays en voie de développement dépendent de la grande exportation pour leur survie. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, je rappelle que dans l'économie, il y a Oikos, et Oikos, c'est la maison. Le premier lieu où se déploie l'économie, c'est l'économie domestique, ça va? Et donc, l'objectif de l'économie africaine, c'est de développer l'Afrique. L'objectif de l'économie européenne, c'est de développer l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'échange, mais clairement, on a atteint un degré d'échange qui est insupportable pour cette planète. Voilà, c'est juste comme ça. Et donc, on peut le tourner dans tous les sens. Ça n'a pas de sens quand je pense... Allez, qui pense ici qu'on ne mange pas assez de viande en Europe? Qui pense qu'en Europe, on ne sait pas produire la viande dont on a besoin? Alors, expliquez-moi pourquoi on a donné au Canada un quota d'exportation vers l'Europe de 120 000 tonnes de viande par an. Et ce n'est pas de l'alligator boréal, c'est du cochon et du bœuf. Ça va? Donc, allez, ça n'a pas de sens, ça n'a juste pas de sens. Est-ce que, en fait, les termes de l'échange entre l'Europe et l'Afrique, c'est en plus de ça super inégal, puisqu'en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est leur matière première. On ne veut surtout pas qu'ils vendent des biens manufacturés. D'accord? Ils peuvent vendre du tourisme, ça oui, mais pas de biens manufacturés. Aujourd'hui, on passe des accords de libre-échange, on va en passer un avec la Côte d'Ivoire. Les termes, c'est essentiellement, laissez-nous vider la mer devant chez vous, on donnera quelques billets de 100 € à chaque pêcheur pour qu'ils nous foutent la paix. Vous voulez encore ça? Moi, je ne veux pas ça. Ça ne serait pas le développement, c'est juste cantonner l'Afrique dans la misère. Et donc non, le premier marché qui compte pour la plupart de nos entreprises, le traité de libre-échange le plus accompli au monde s'appelle le marché intérieur européen. Et il y a encore beaucoup d'obstacles. Quand vous parlez aux PME, pour vendre ne serait-ce que dans les pays voisins, ou pour faire passer des déchets des frontières entre les États membres, c'est déjà très compliqué. On a encore énormément de boulot à faire pour approfondir le marché intérieur. Ça, c'est le focus de la politique commerciale européenne. Et ça ne veut pas dire que Marcolini ne peut pas vendre des chocolats au Canada, mais probablement qu'ils seront frappés de droits de douane. Et ça va, Marcolini peut vendre des chocolats en Europe et il se portera bien. Enfin, l'idée que pour survivre, une entreprise doit toujours être plus grosse, l'entreprise, elle doit pas, enfin, l'économie, elle ne peut pas toujours être plus grosse, surtout si la population ne croît plus. Et donc là, il va falloir qu'on s'extrait quelques idées toutes faites. Et quand on dit l'Allemagne, le poumon de l'Europe, désolé de le dire, c'est aussi la censure de l'Europe. Je veux dire, la politique mercantiliste allemande est hautement dommageable à l'Union européenne. D'accord? D'abord parce qu'elle crée des divergences macroéconomiques majeures au sein de l'Union, des tensions
pas possible, et par ailleurs qu'elle n'est pas soutenable. Et d'ailleurs, l'Allemagne est en train de l'apprendre quand le marché chinois se referme, quand le marché britannique peut-être demain se referme, et quand le marché américain va se refermer. L'Allemagne va redécouvrir que l'horizon premier de son économie, c'est le marché intérieur européen. Et c'est très bien. Sur les voitures, oui, je sais qu'on a serré, on a serré la vis sérieusement, mais je suis désolé, ces gens ont triché pendant des années. On ne peut pas tricher, on ne peut pas dire... Enfin, moi, ils me font penser à un étudiant qui, non seulement triche, mais en plus de ça, n'a rien foutu pendant les 3 premières heures et demie de l'examen, et qui dit, est-ce que je ne peux pas avoir 4 heures de plus? À un moment, désolé, s'ils n'ont pas le feu au cul, ils ne vont pas bouger. Et donc, il faut leur foutre le feu au cul. Et donc, ça veut dire que les marges, les profits redistribués aux actionnaires de Volkswagen, mais ils doivent s'attendre dans les années qui viennent qu'il n'y aura plus grand-chose de redistribuer, parce qu'il va falloir investir, les gars. Et qu'il faut sortir en Europe de cette mentalité de rentier, que conquérir des positions, ça exige d'investir. On appelle, et j'insiste là-dessus parce que le langage est perverti aujourd'hui, on appelle la plupart des détenteurs de capitaux investisseurs. Un investisseur, c'est quelqu'un qui prend des risques en engageant des moyens matériels, financiers, humains maintenant en vue d'un profit futur. Les investisseurs aujourd'hui, ils sont rares en Europe. D'accord? Parce que ceux qui disent qu'ils veulent investir, ils veulent un retour garanti et dans les 6 mois. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils veulent que le contribuable éponge la différence. Ça, c'est des rentiers. Et nous combattons le système. Donc oui, est-ce qu'on est en train de serrer la vis à ces gens-là? Oui, absolument, et j'assume. Le Parlement a resserré encore des objectifs qui avaient été fixés par la Commission, et on a eu raison de le faire, et le Conseil l'a fait avec nous, puisque c'est devenu la loi. Et donc, oui, on les met énormément sous pression, et c'est bien fait pour eux. C'est le seul moyen, si vous voulez sauver l'industrie automobile européenne, c'est le seul moyen, parce qu'en fait, moi je me rappelle ma première discussion, c'était à un salon de l'auto avec un ancien patron de l'Association européenne des constructeurs automobiles, il me disait, je venais de commencer mon mandat, il faut reconnaître que la CA, c'est quand même bien foutu des législateurs. Pendant des années, on vous a dit, laissez-nous nous autoréguler, on améliorera la performance. Et puis vous nous avez régulé, parce qu'évidemment on n'a pas délivré, et on a obtenu qu'on régule, mais enfin on ne mesure pas vraiment. Et ben voilà, maintenant, non seulement on mesure vraiment, mais on met des objectifs qui sont très difficiles à atteindre. Et c'est normal, et c'est normal. Maintenant, si nous voulons assurer un avenir aussi à nos entreprises, eh bien, continuer l'attitude de l'idéologue du libre-échange qui équivaut... Enfin, moi je dis souvent, l'Europe, c'est le continent où on estime que contrôler aux frontières, adopter des normes plus contraignantes que le reste du monde, oh, c'est protectionniste. Vous êtes comme... Et protectionniste, ça c'est vraiment une injure de l'ordre de hérétique, hein, d'accord? Moi ce que je constate, c'est que vendre sur le marché chinois, eh ben, c'est pas facile. Aux États-Unis, vendre les marchés publics américains, c'est le Buy American Act. Donc, si vous voulez vendre des produits aux États-Unis, ben, il faut produire localement, d'accord? Vous croyez qu'on a un Buy European Act? Absolument pas. Les Européens, ce sont ceux qui vont à la soirée échangiste et sont les seuls qui y vont à poil et ils s'étonnent qu'ils se fassent niquer. Ça, c'est les Européens, c'est les Européens qui vont au grand bal du libre-échange mondial. Et à un moment, il va falloir se réveiller, devenir adulte, quoi, et se dire que, en fait, on vit dans un monde où tout le monde ne nous veut pas du bien. Et si nous voulons vraiment que le marché européen soit performant, eh bien, nous ne devons pas hésiter à mettre aux frontières. Et c'est une idée où, quand on l'a défendue il y a quelques années, on nous regardait comme des vilains protectionnistes. Maintenant, tout le monde adopte ça, en tout cas certainement en Belgique. Mais il faut exporter nos normes et donc imposer que tous les biens et services vendus en Europe par des entreprises non européennes respectent les normes, pas seulement les normes de protection du consommateur, mais si nous avons des normes de qualité du travail, et il y a les normes de l'OIT là-dessus. Et si nous avons des normes environnementales, mais c'est là où vous conduisez, vous devez les respecter. Et si vous ne le faites pas, on prend la différence à l'entrée. Et là, curieusement, les batteries chinoises, elles auront peut-être un petit problème. D'accord? Et donc, il faut arrêter d'être naïf. Il faut arrêter d'être naïf. Quand moi, je vois les Européens se précipiter à Washington parce que Donald Trump dit « Ah, je vais mettre 25% de droits de douane sur les voitures allemandes », Angela Merkel fait dans son pantalon. Résultat, vous avez la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, qui va ramper et lécher les pieds de son alter ego américain. De quoi est-ce qu'on a l'air? Parce qu'on est en état d'hyperdépendance, en tout cas certains États, l'Allemagne est la première, sont en état d'hyperdépendance. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et donc, oui, il va falloir un petit peu se retrousser les manches. Assez curieusement, le vrai parti du travail, c'est nous.
Peut-être, je veux juste, avant de te laisser, compléter un tout petit peu, parce que moi j'entendais, madame, que vous disiez aussi, vous parliez des petits artisans du Sud. Donc évidemment, on n'est pas nécessairement pour la même chose, pas la même chose d'importer les produits issus d'huile de palme, où on a tout saccagé avec des conditions de travail lamentables. Et là, évidemment, que les droits de douane doivent s'appliquer parce que ces produits n'appliquent pas nos normes environnementales et sociales, mais évidemment le commerce international avec des petits artisans, des coopératives, reste un levier pour soutenir le développement de ces pays. On ne parle pas de la même économie et c'est pas, hein, je pense qu'on est d'accord. Enfin, c'était juste pour voir si j'ai bien compris ce que vous disiez. Donc voilà, je voulais compléter qu'on ne veut pas non plus appliquer tout de la même manière pour les petites coopératives du Sud. On est évidemment on est motivé pour continuer à les soutenir et on ne fera pas tout ici, néanmoins. Enfin, donc voilà, précision. Oui, donc concernant tout ce qui est recherche d'emploi, chômage et entrepreneuriat, je pense que c'était ça la question de madame. Oui, c'était vous, voilà. Mais donc effectivement, bon, alors il y a certaines choses qui existent déjà aujourd'hui en Belgique, hein, quand on est demandeuse d'emploi pour pouvoir lancer son entreprise, on a déjà certaines aides en place. Et nous, comme je le disais dans l'introduction, on veut vraiment encourager en tout cas celles qui se lancent. Donc c'est ce que je dis, on a vraiment une proposition qui a déjà été déposée d'ailleurs à la Chambre, de statut simplifié. Ça veut dire qu'on permet à la fois de simplifier les choses au niveau administratif, parce qu'on sait souvent qu'aujourd'hui c'est très compliqué comme indépendant de se lancer comme start-up, parce qu'il y a voilà, toute une série de barrières administratives. Et alors aussi de mettre en place un prélèvement libératoire unique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un prélèvement libératoire fiscal et social, on estime à 20% du chiffre d'affaires pour celui ou celle qui se lance. Et ça veut dire que quand vous avez payé ça, eh bien, vous avez un horizon de 3 ans. Donc pendant 3 ans, c'est ce que vous savez que vous allez payer cela. Et ça vous libère de toute obligation financière par rapport au fisc, donc fiscal, et par rapport à tout ce qui est cotisation sociale. Comme ça, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui doivent déjà faire toute une série de paiements en avance, et que ça complique leur vie en fait, et qui n'ont pas toujours ces moyens-là, parce que quand on se lance, ben, on n'a pas directement des revenus. Enfin voilà, il y a toute une série de complexification qui est importante. Par rapport à ceux qui sont en recherche d'un emploi, évidemment tout l'accompagnement et la formation, hein, forcément devenir entrepreneur, entrepreneuse, bien, vous savez que c'est pas, il faut apprendre à gérer une trésorerie, il faut apprendre à gérer ses revenus, toute une série de choses à mettre en place. Donc ça, on pense aussi qu'il faut absolument ça c'est quand même prévu là. Insister. Oui, c'est prévu. Pour laquelle moi je ne peux pas. Oui, donc c'est prévu, mais il faut les encourager, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Et donc ça existe, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment développer ça encore plus. Et je voulais en profiter pour rajouter 2 points. C'est un point sur la formation aujourd'hui pour adultes, parce qu'aujourd'hui en Belgique, on a la traîne au niveau européen, tout ce qui est formation, centre de compétences, centre de formation pour adultes. Donc, et où finalement, quand on est travailleur, travailleuse, au cours de sa carrière, on est très très peu formé en fait. Et on sait le nombre de transitions qui existent aujourd'hui. On a parlé de la transition écologiste, mais il y a la transition numérique qui heureusement ou malheureusement, mais aujourd'hui malheureusement, fait que énormément de travailleurs se retrouvent dans des plans sociaux. Je pense le secteur de la distribution, le secteur bancaire. Il va falloir former toute une série de travailleuses, mais même quand on a 40, 45, 50, 55 ans, on doit évidemment continuer à être formé. Donc nous, on veut un droit individuel à la formation pour chaque individu, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et alors, en lien aussi avec ce que vous disiez sur les demandeurs d'emploi, moi j'ai visité il y a 10 jours Iris Tech Technicity à Bruxelles, donc c'est un centre de formation pour tout ce qui est métier technique. Et donc on a rencontré un groupe qui avait une formation en tout ce qui était soudure et frigoriste. Alors pourquoi soudure et frigoriste? Parce que c'est des métiers en pénurie et donc ils sont normalement en terminant cette formation, même avant la fin, ils ont 80% de chances de trouver un emploi. Ils sont généralement recrutés avant la fin, mais c'est des formations à temps plein. Donc c'est de 7h du matin à 15h30 ou de 8h à 15h30, 5 jours les 5 jours de semaine. Et donc on échangeait, et c'était tous des demandeurs d'emploi. C'était que des mecs, mais bon, parce que voilà, dans ces métiers-là, il y a aussi un déséquilibre de genre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils nous expliquaient qu'avec la dégressivité des allocations de chômage, et c'est là où je voulais en venir, ils avaient hésité à faire cette formation. Et depuis janvier, en fait, ce gouvernement qui a voulu augmenter la dégressivité, donc faire en sorte que les gens aient moins quand ils sont au chômage, ils ont pris quand même une mesure qu'on a soutenue, celle-là, c'est de dire on arrête la dégressivité si on se forme dans des métiers en pénurie. Et ils nous ont dit voilà, moi je n'aurais pas eu ce gel de la dégressivité, et ben, je n'aurais pas pu me former. Et donc ça veut dire que toutes les autres formations
pour les métiers qui ne sont pas en pénurie, je parle électricien, enfin toutes les formations qui sont données là et qui ne sont pas en pénurie, eh bien toute une série de personnes aujourd'hui n'y vont pas, ne s'inscrivent